Mes chers amis, je suis ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui. J'avais pensé être avec vous physiquement, mais malheureusement, les circonstances en ont jugé autrement. Mais on va faire au mieux dans des conditions compliquées et je vais vous parler pendant environ 40 minutes. Et ensuite, on me transmettra, je l'espère, les questions que vous voudrez bien me poser. Heu, Ma conférence aujourd'hui porte sur un sujet qui est important et qui est le sujet de ces enfants qui sont laissés sur le bord du chemin, c'est-à-dire le sujet des inégalités, l'école des inégalités. Depuis 10 ans, l'OCDE, dans son classement des données PISA, rapporte pour l'école en France, une aggravation régulière des inégalités. C'est-à-dire tous les ans, les inégalités entre les moins bons et les un peu meilleurs s'accroissent. En 2022, l'école française est celle où l'origine sociale des enfants pèse le plus lourd dans les résultats des pays européens. L'école des Lumières est bien mal partie. Les résultats de l'enquête PISA et ceux des études françaises convergent. De tous les pays de l'OCDE, la France est celui où les inégalités scolaires ont le plus augmenté. En 2022, les élèves des établissements les plus défavorisés ne maîtrisent que 35% des compétences attendues, 35% des compétences attendues en fin de troisième, alors qu'ils en maîtrisaient le double en 2007. C'est-à-dire entre 2007 et 2022, on a 2 fois moins d'élèves qui ont les compétences attendues en classe de troisième. Malheureusement, les résultats du Maroc n'ont rien à envier à ceux de la France en matière d'inégalité scolaire. De ce point de vue-là, nous sommes les deux pays, nos deux pays sont logés à la même enseigne. L'école marocaine produit en son sein même des inégalités de nature différente qui se cumulent et qui se renforcent. Inégalités de résultats, d'orientation, de diplôme, de rendement social, inégalités entre garçons et filles. Le Maroc a beau consacrer 21,5% de son budget à ce secteur, c'est-à-dire l'éducation, ce qui est bien plus que la moyenne de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, qui culmine à 13,9, presque 2 fois. Le système éducatif marocain est largement défaillant. La durée moyenne de la scolarisation est de 4,4 ans. La durée moyenne de la scolarisation est de 4 années, soit 2 années de moins que la moyenne des pays arabes. Les résultats scolaires varient considérablement en fonction du milieu des élèves, du milieu social des élèves. Les inégalités liées à l'éducation se prolongent sur le marché du travail. Mes chers amis, en France comme au Maroc, l'heure est venue de faire un choix entre une école de complaisance et de faux semblants et de passer et de viser et de construire une école de résilience et de justice. Car si au Maroc comme en France, de moins en moins d'étudiants se destinent au métier d'instituteur, c'est parce qu'ils ont la conviction, quoi qu'ils fassent, chaque jour dans leur classe, ils ont la conviction que l'échec de certains de leurs futurs élèves sera inéluctablement programmé dès 6 ans, c'est-à-dire dès l'entrée au cours préparatoire. Et vous comprenez, évidemment, parce que vous le vivez, combien il est terrible de se dire que finalement, malgré tous les efforts qu'on fait tous les jours dans sa classe, on ne va pas pouvoir forcer le destin des enfants les moins favorisés.
Or, l'école n'existe que parce que on a cette capacité de forcer le destin des enfants fragiles. Si le destin de tous les enfants en difficulté sociale et culturelle est scellé dès 6 ans, à quoi sert l'école? Voilà le constat, le premier constat, il n'est pas catastrophique, mais évidemment il est préoccupant. Mais si on ne fait pas ce constat, comment trouverons-nous la force de chercher les solutions et de lutter tous les jours pour changer les choses? La première chose que je voudrais vous dire, c'est travailler avec vous, réfléchir avec vous sur une question essentielle qui est la question de la capacité qu'on doit donner aux élèves de dépasser simplement ce qu'ils voient, c'est-à-dire de réfléchir. Comment est-ce qu'on forme l'intelligence des élèves pour l'école, bien sûr? Parce que si on ne forme pas leur intelligence, comment comprendront-ils les énoncés de mathématiques? Comment comprendront-ils un texte littéraire? Comment comprendront-ils ce qu'on leur présente en matière de sciences? Il faut évidemment former leur intelligence. Mais on forme leur intelligence parce qu'ils seront demain des citoyens. Et que ces citoyens-là, on ne veut pas qu'ils soient soumis à n'importe qui. Il faut que leur intelligence leur serve aussi à critiquer. Formation de l'esprit critique, c'est aussi évidemment un des objectifs majeurs de l'école. Je vais vous donner 3 exemples pour vous montrer ce que c'est que ce qu'on appelle la formation de l'intelligence, lorsque l'intelligence dépasse les yeux, c'est-à-dire dépasse l'évidence. On voit quelque chose et l'intelligence nous permet d'aller plus loin que ce qu'on voit pour essayer de comprendre autre chose que ce que l'on voit. Premier exemple, vous êtes sur un bateau qui avance à 30-40 km/h hors bord. Et sur ce bateau, vous lancez, pendant qu'il marche, une pièce en l'air, une pièce de monnaie. Où est-ce que vous croyez qu'elle va atterrir, cette pièce? Réfléchissez 2 secondes. Je vous laisse. Réfléchissez. Je suis sur le bateau avance à 20-25 km/h et je jette une pièce au-dessus de ma tête. Où est-ce qu'elle atterrit? Je suis certain que comme moi, la première fois que j'ai réfléchi à ça, beaucoup d'entre vous se sont dit, elle va atterrir dans l'eau derrière le bateau, puisque le bateau avance. Eh bien non, eh bien non. Elle retombera à vos pieds. C'est même pourquoi, si vous voulez, quand un avion lâche une bombe, il faut qu'il lâche sa bombe 6 km avant sa cible. Pas un exemple particulièrement réjouissant, surtout en ce moment, mais enfin, il dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on pense immédiatement. La réflexion permet d'aller plus loin que ce que l'on croit. Deuxième exemple, vous montez au 2e étage d'une maison, vous avez 2 bouteilles, les mêmes bouteilles, les mêmes. Vous remplissez une bouteille d'eau, l'autre vous la laissez vide. Au même moment, vous lâchez les 2 bouteilles. Laquelle arrive en bas, la première? Comme moi, naïf. Beaucoup d'entre vous vont dire, la première, c'est la bouteille pleine. Et puis ensuite arrivera l'autre qui est vide, parce que comme la bouteille pleine est plus lourde, elle arrivera en bas d'abord. Eh bien non, pas du tout. Les 2 bouteilles arrivent au même moment en bas. Là encore, notre intuition, notre première impulsion a été celle-là. Et c'est ça la question de l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui va aller
contre notre première impression. En disant, non, mais je crois ça, je vois ça, mais je vais réfléchir avant de donner ma réponse. Dernier exemple, un exemple de langue, c'est l'accord du sujet avec le verbe. Au cycle 3, 20% des élèves accorderont naturellement, je mets naturellement entre guillemets, dans les phrases ci-dessous, le verbe avec le pronom personnel qui le précède et non pas avec le sujet. Vous allez comprendre, je vous donne l'exemple. Cette chanson, les pirates la chantent avant l'abordage. 20% des élèves écrivent chante, C-H-A-N-T-E, c'est-à-dire le mettent au singulier parce qu'il y a là devant. Donc comme il y a là devant, leur première impulsion est de mettre chante au singulier. Les courgettes, le cuisinier les achète à un petit paysan. 20% des élèves écrivent achète avec E-N-T à la fin, c'est-à-dire au pluriel, parce qu'il y a les devant. Ces élèves se laissent emporter par l'évidente proximité des pronoms et ne font pas l'effort de revenir sur cette première impulsion afin de rétablir l'accord du sujet et du verbe. On voit donc, si vous voulez, par ces quelques exemples, combien l'école a cette nécessité de faire réfléchir les enfants. On doit apprendre à tous les enfants, je dis bien tous les enfants, et c'est un verbe qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, à inhiber leur première impulsion, leur première intuition, à ne pas se fier uniquement à ceux qui leur sautent aux yeux. Et nous devons cette capacité intellectuelle à tous les élèves, et notamment aux élèves les moins favorisés. Parce que eux, chez eux, n'ont pas la chance d'avoir des parents qui sont là pour leur dire, mais fais attention, ne crois pas tout ce que tu vois, réfléchis. Eh bien, ces élèves-là, l'école doit leur permettre effectivement de dépasser cette évidence. L'inhibition, c'est le verbe inhiber, c'est-à-dire lutter contre cette première impulsion, pour réfléchir et aller plus loin. L'inhibition est un processus remarquable d'adaptation, de prise de recul. Il permet de résister à ses propres réponses impulsives. En fait, on pourrait dire que le cerveau résiste à lui-même. C'est ce que nous diraient nos amis des neurosciences. Mais la maturation de ce processus est lente au cours du développement de l'enfant et de l'adolescent. C'est pourquoi il faut les éduquer et même les entraîner fortement, intensivement à l'école. C'est ce qu'on appelle apprendre à résister. Il est donc urgent de concevoir, de mettre en œuvre, dès l'école maternelle, une pédagogie de ce qu'on appelle le contrôle cognitif. La résistance cognitive ou le contrôle cognitif, c'est justement une pédagogie exigeante qui va, à chaque fois que l'on a tendance à aller immédiatement à la conclusion, à aller immédiatement à l'explication première, de faire un petit pas en arrière, de prendre un peu de distance et de se dire, attention, est-ce que j'ai raison de penser cela? Est-ce que ce que je vois est véritablement ce que je pense? Ce mécanisme cérébral, je l'ai dit tout à l'heure, ce mécanisme de la résistance cognitive, résister cognitivement, ne pas se laisser entraîner, ne pas se laisser avoir, est socialement absolument important. Si l'on jette un coup d'œil rapide, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, sur les sociétés les plus autocratiques que nous avons ici, celles qui règnent par le slogan
hein, celles qui règnent par la propagande. Ce sont justement des sociétés qui se gardent d'apprendre à leurs élèves à critiquer, à analyser, à prendre le temps, à ne pas croire immédiatement les choses, à ne pas s'en laisser compter. Et donc, cet apprentissage de la résistance cognitive, on voit bien que les écoles des pays les plus autocratiques sont les écoles qui ne veulent pas en entendre parler. Dans nos démocraties, nous devons donner priorité à cette capacité de résister, de mettre en cause, d'analyser, de critiquer. C'est absolument indispensable. Donc, la première, le premier bénéfice, si j'ose dire, de la pédagogie du contrôle cognitif, c'est effectivement cette capacité de ne pas se laisser entraîner par n'importe quel discours, par n'importe quel séducteur. Le deuxième, c'est que quand on pratique le contrôle cognitif, on a la capacité aussi d'écouter les autres, même s'ils sont en désaccord avec moi. Et le débat, cette capacité de comprendre ce qu'un autre me dit, la façon dont il regarde le monde différent de la mienne, eh bien, cette capacité-là, c'est une capacité où je me dis à chaque fois, bon, je pense ça, il pense autre chose, essayons de discuter pour savoir qui est dans le vrai et qui ne l'est pas. Mes chers amis, cette question des inégalités en matière de capacité de résistance cognitive commence très tôt. Elle commence dès l'école maternelle et c'est à l'école maternelle que va se jouer pour beaucoup d'élèves leur destin scolaire et leur destin social. Et je vais consacrer cette deuxième partie de ma conférence à vous dire à quel point une école maternelle d'excellence est la condition même d'un système scolaire juste, ouvert et qui prend tous les enfants en compte. Le couloir de l'échec commence très tôt, je vous l'ai dit, plus on avance, plus deviennent rares les portes de sortie. Et c'est donc très tôt qu'il faut forcer la chance des élèves mal nés, N-E-S, mal nés, c'est-à-dire qui sont nés dans des familles qui effectivement n'ont pas la chance de pouvoir les accompagner dans leur découverte du monde et des autres. Une recherche récente de mon laboratoire a montré qu'au seuil du cours préparatoire, plus de 20% des élèves ne maîtrisaient guère plus que 500 mots. Au seuil du cours préparatoire en France, 20% des élèves ne maîtrisent pas plus, c'est-à-dire le maximum des mots qu'ils connaissent est de 450 à 500. Alors qu'on en attendrait plus de 2500. 5 fois plus au moins. Vous me direz, oui, bon, d'accord, il y a des élèves qui ont moins de mots que les autres. Mais attention, les conséquences de la pénurie du vocabulaire sont terrifiantes. Un enfant qui n'a pas suffisamment de mots apprendra très mal à lire et très mal à écrire. C'est pourquoi l'école maternelle doit absolument veiller à ce que le langage oral, la langue dans laquelle il va apprendre à lire et à écrire, soit une langue qu'il maîtrise et notamment au niveau du vocabulaire. Car quelle que soit la méthode de lecture qui lui sera ensuite proposée, un enfant qui ne possède pas suffisamment de mots et qui ne sait pas les organiser aura beaucoup de mal à apprendre à lire et à apprendre à écrire. Alors me direz-vous, c'est quoi cette école maternelle? Elle doit faire quoi cette école maternelle pour donner une chance à ces enfants qui n'ont pas eu la chance justement chez eux
d'être nourrie de mots, d'être nourrie de langue, d'être nourrie de culture, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, elle doit se donner pour premier objectif cette maîtrise du langage oral. Et elle doit le faire avec force, avec méthode, dans une progression précise et avec un souci d'évaluation rigoureux. 5 axes majeurs doivent fonder la pédagogie d'une école maternelle digne de ce nom. C'est-à-dire capable d'assurer à tous les élèves une conscience des sons de la langue et de leur organisation, un vocabulaire riche et précis, une organisation des phrases, Pierre Bapol n'est pas Paul Bapierre, sous la table mais pas sur la table, une compréhension précise des textes lus par la maîtresse, une compréhension précise des textes lus par la maîtresse, on commence à comprendre avant même de savoir lire. Hein. La compréhension se met en jeu à l'école maternelle à travers les textes que lit la maîtresse et sur lesquels on se questionne. Et enfin, une capacité de questionnement et d'analyse des faits scientifiques de façon rigoureuse. Et ça, c'est, si vous voulez, ce qui est mis en place à l'heure actuelle par un certain nombre d'écoles de Casablanca et qui s'appelle la méthode de la main à la pâte, où effectivement on va analyser un phénomène particulier, échafauder des hypothèses et avancer. Premier objectif donc de l'école maternelle, développer chez tous les élèves ce qu'on appelle une juste conscience phonologique, c'est-à-dire qu'ils connaissent et sachent prononcer les sons de la langue, qu'ils sachent les combiner entre eux de façon précise et que effectivement toutes les questions à la fois de prononciation et de discrimination, c'est-à-dire je reconnais un son dans des combinaisons, qu'il n'y ait pas de problème particulier, parce qu'autrement, tout l'apprentissage de la lecture va se trouver en difficulté ensuite. La deuxième, j'en ai parlé, je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais il faut vraiment insister sur cette question, c'est la nécessité d'enrichir le vocabulaire des élèves de façon ordonnée, c'est-à-dire qu'il faut effectivement non pas donner des mots comme ça au fur et à mesure sur des thématiques saisonnières, hein, les mots de l'hiver, etc. Non, l'apprentissage du vocabulaire doit se faire dans des conditions très strictes, c'est-à-dire dans une organisation très précise, très précise. Et donc, si vous voulez, la question du vocabulaire, c'est d'acquérir du vocabulaire de façon organisée. Et là-dessus, il y a toute une série de choses qui existent et qui sont parfois de bonne qualité et sur laquelle les enseignants doivent pouvoir se fonder. Les ateliers de vocabulaire doivent se faire toutes les semaines autour d'un mot, et autour de ce mot, on va faire en sorte, je prends un exemple de façon à ce que vous ayez quelque chose de concret en tête. Je prends le mot forêt. Je suis devant mes 8 ou 10 élèves de l'atelier, je leur dis voilà, hein, vous connaissez le mot forêt, voyons, qu'est-ce que c'est, etc. On commence à en discuter. Et je leur dis mais qu'est-ce qu'on trouve dans une forêt? Et ils vont me dire il y a des champignons, des herbes, etc. C'est-à-dire toutes sortes de choses qui ne sont pas animées. Et puis je dis mais qu'est-ce qui vit dans une forêt? Et ils vont me donner les uns les autres, les chasseurs, les lapins, tout ce qui est être animé. Et puis je leur dirai après, mais dites-moi, qu'est-ce que l'on peut faire dans une forêt? Et là, ils vont me donner toutes les actions. Dans une forêt, on grimpe, on court, on peut danser, évidemment, etc., etc. C'est-à-dire toutes ces actions que l'on peut faire dans une forêt. Mais vous vous rendez bien compte d'une chose, non seulement ils acquièrent du vocabulaire, mais ils l'acquièrent de façon organisée. Les inanimés, les animés,
les actions, et puis je finirai en leur disant, c'est comment une forêt? Et ils me diront, une forêt, c'est effrayant, c'est sombre, c'est grand, c'est vert, c'est sombre, etc. Et là, j'aurai tout ce qui a trait aux qualités. Vous voyez comment on avance dans l'acquisition du vocabulaire? On n'avance pas comme ça au hasard, à l'occasion. On avance parce que effectivement, on va avoir une capacité de faire en sorte que, que, la, que les enfants acquièrent du vocabulaire, mais de façon très claire, en sachant exactement ce qu'ils acquièrent. Le troisième engagement de l'école maternelle, ce sera de faire découvrir aux enfants que une phrase, ça s'organise. Une phrase, ça s'organise. J'ai dit tout à l'heure, Pierre bat Paul n'est pas Paul bat Pierre. Papa poursuit la souris poursuit papa, ça n'est pas pareil. Quand on démarre sur le chien et qu'on ajoute de la couleur au chien, ça devient le chien jaune. Et si ce chien jaune dort, eh bien la phrase va s'allonger. Et au fur et à mesure que la phrase s'allonge, l'image va devenir plus précise. Et donc, tout ce travail, qui est le travail de découverte de la façon dont les phrases s'organisent et de la façon, je dis souvent, quand les phrases changent, le monde change. Quand le monde change, la phrase change. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire comprendre à des élèves. J'ai parlé tout à l'heure aussi de la question de la compréhension des textes, absolument impératif. Toutes les semaines, à l'école maternelle, un atelier de compréhension de texte lu par la maîtresse et sur lequel on se questionne. Où est-ce que ça se passe? Quels sont les personnages? Ça commence comment? Ça finit comment? Est-ce que tu peux me raconter l'histoire? Une demi-heure par semaine, c'est pas grand-chose, c'est absolument essentiel. L'enfant apprend à comprendre. Et enfin, ce que j'appelais tout à l'heure la main à la pâte, des séances où l'on va se poser des questions sur quelque chose que l'on voit, hein, la façon dont, un exemple entre mille, hein, on amène des enfants dans la cour de récréation, il fait beau, c'est le matin, je mets un enfant à un endroit de la cour de récréation et je demande à un autre de tracer l'ombre de cet enfant à 9h du matin, à 10h on fait pareil, 11h, midi, etc. À la fin, on a toutes ces traces au sol et tout le monde, la maîtresse demande aux élèves, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez là? Et les enfants, comme un seul, disent, évidemment, puisqu'ils le voient, c'est une fleur. Et tout le travail de la maîtresse va être de leur dire qu'elle ne leur a jamais demandé de dessiner une fleur et que le résultat qu'ils ont là est autre chose, et peu à peu elle va les amener à comprendre que si on a dessiné cela, c'est parce que le soleil a bougé. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire de voir des enfants concrètement se poser des questions. Pourquoi est-ce que cette ombre a bougé? Alors, ils ne sont pas devenus tous des Copernics en herbe, mais ils se sont posés des questions. La même chose avec de l'eau et de l'huile, où on voit l'huile qui surnage sur l'eau, on se dit, mais comment ça se fait que l'huile est toujours au-dessus? Et petit à petit, on va se rendre compte que l'huile pèse moins lourd que l'eau. Une demi-heure de réflexion commune, d'échange, de débat, d'écoute des autres. Voilà ce que c'est que l'école maternelle, mes chers amis. C'est la seule réponse à un problème très important d'élèves. Un problème de médiocrité du langage et de la tête. C'est-à-dire que pour certains élèves, ils sont à l'école maternelle, ils vont quitter l'école maternelle sans véritablement que leur langage soit maîtrisé et que leur façon de réfléchir soit suffisante.
La priorité de l'école maternelle est donc de donner à tous les enfants qui lui sont confiés une habileté langagière et une rigueur de pensée. Habileté langagière, rigueur de pensée qui leur permettront d'exercer leur droit de parole avec efficacité et de pouvoir analyser, comprendre, questionner. C'est tout le reste de leur vie qui sera euh, nourri de cette habitude du questionnement. Tous les enfants, tous les enfants ont droit à une école maternelle de plein exercice et non pas à une garderie. Cette école maternelle de plein exercice, elle devra expliciter clairement ses objectifs, afficher clairement ses programmes, utiliser des outils d'évaluation rigoureux. Combien de mots possèdent-ils? Est-ce qu'ils ont une vraie conscience des choses? Est-ce qu'ils sont capables d'argumenter, de défendre leur point de vue? Et surtout, évidemment, il faut que ces professeurs d'école maternelle qui sont à la pointe du système éducatif, qui portent sur leurs épaules le destin des enfants, il faut que ces professeurs d'école maternelle soient particulièrement bien formés. Je suis absolument persuadé que dans la question de la formation, il ne faut pas négliger l'idée que enseigner en école maternelle, ça n'est pas la même chose qu'enseigner en CM1 ou en CM2. Et que loin de penser que parce qu'ils enseignent à des tout petits, ils devraient être moins bien formés, c'est le contraire qu'il faut penser. C'est parce qu'ils enseignent à des tout petits, c'est parce qu'ils sont à la base même de la formation de leur intelligence précoce. C'est parce qu'ils sont responsables de ce que ces élèves deviendront qu'il faut les former de façon extrêmement précise et je dirais spécifique. On ne forme pas de la même façon une maîtresse qui va s'occuper de jeunes enfants et une maîtresse ou un maître qui va s'occuper de préadolescents. Ça n'est pas pareil. Ça n'est pas pareil et il faut en prendre conscience. Considérer l'école maternelle comme une sous-classe est quelque chose d'absolument épouvantable. On met en cause tout le système éducatif. En bref, et je termine par là, chers amis, l'école maternelle ne doit pas être une école entièrement à part, elle doit être une école à part entière. Elle ne doit pas être une école entièrement à part, elle doit être une école à part entière qui saura privilégier la programmation d'objectifs cognitifs clairement identifiés en repoussant la tentation démagogique de se faire succéder dans l'année de façon souvent chaotique des événements, des festivités, des occupations. L'école maternelle n'est pas une école où on s'occupe, c'est une école où on forme les intelligences des enfants. Je vous remercie. Bonjour. Alors, vous avez parlé du concept de contrôle cognitif. Alors, quel outil on peut utiliser pour se les faire approprier aux élèves de la maternelle? Alors, vous avez un outil qui est particulièrement adapté sur le plan pour la langue, hein. Je parle de la langue. Vous avez un outil qui s'appelle Cap sur le langage. Je crois que c'est aux éditions Nathan et qui est particulièrement bien fait en matière de langue et qui reprend à peu près l'essentiel de ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, je pense, si vous voulez, que c'est une chose très importante. Euh, vous avez dans la même collection, vous pouvez trouver un livre chez Odile Jacob, un livre qui s'appelle Quelle école maternelle pour nos enfants? C'est un essai que j'ai écrit
il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité. Et puis, vous voulez, vous avez, alors je vais vous donner une adresse du site de mon laboratoire. Donc, si vous voulez bien prendre note de façon précise, je vais essayer d'être très, très D'accord. clair. Vous allez me Alors, donner une c'est minute, s'il vous plaît. www.fodem, F-O-D-E-M, Fodem, F-O-D-E-M, tiret, Descartes, en minuscule, Descartes, D-E-S-C-A-R-T-E-S, .fr. Et vous allez avoir là, alors, là, vous avez tous les dispositifs que nous proposons aux enseignants en France comme au Maroc. Vous verrez que nous travaillons beaucoup avec le Maroc. Et il y a une partie du site où on présente les opérations qu'on mène avec un certain nombre d'écoles au Maroc. Et vous aurez aussi évidemment tout ce qui a trait à l'école maternelle avec des propositions très précises, des outils, etc. Euh, c'est peut-être la meilleure façon d'entrer dans cette perspective de la pédagogie d'école maternelle, mais aussi du reste. C'est vraisemblablement d'aller sur ce site et de regarder les dispositifs qui vous conviennent particulièrement. Voilà. Cela étant, il est clair que si vous avez des questions à me poser après avoir été sur ce site, vous pouvez m'écrire à alain.bentolila@gmail.com. Je vous répondrai, j'en fais la promesse, bien sûr, hein, je ne conçois pas, si vous voulez, une conférence comme étant ce que nos amis anglo-saxons appellent un one-shot, hein. Pour moi, une conférence est un début, et ensuite, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et donc, vous pouvez me solliciter, et je vous répondrai, et je vous mettrai en relation avec certains chercheurs de mon laboratoire qui prendront la relève. Voilà, madame, ce que je peux vous dire. Bonjour, Monsieur Alain. Euh, Bonjour, madame. je suis Nouhad El Amrani, administratrice à l'Académie régionale d'éducation et de formation de la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima. Je travaille sur un projet avec la coopération sur la mise en place de création de cellules de mère dans le préscolaire. Et parce qu'on voit que le rôle des parents et de la parentalité positive est très important pour l'éducation des élèves dès le premier âge. Parce qu'il y a des parents qui aussi peuvent inhiber, comme vous avez dit, l'intelligence cognitive, et parce qu'ils n'ont pas été formés pour être parents ou pour éduquer leur enfant dans l'ouverture de l'intelligence et pour s'épanouir ou bien pour la communiquer avec leur petit enfant. Absolument, absolument, vous avez raison. Donc, comment faire le lien entre le rôle de l'école maternelle et la relation avec les parents d'élèves pour concilier ce travail entre la famille et l'école? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pour les inégalités sociaux qui se perpétuent dans l'école. Donc, comment faire, comme vous avez dit, il y a des écarts très importants entre les élèves de niveaux sociaux différents et ça se perpétue dans l'école à cause surtout du degré instructif des parents. Je vais répondre à la deuxième question avant la première, si vous voulez. Merci beaucoup. La pire des choses, c'est de faire des groupes de niveau, c'est-à-dire de mettre les enfants plus favorisés avec les enfants favorisés et les enfants défavorisés avec les enfants défavorisés, parce que ça, c'est la meilleure façon, si vous voulez, d'avoir une école à deux vitesses et surtout, finalement, de laisser tomber complètement un certain nombre d'enfants. Donc là-dessus, je crois qu'il faut travailler en atelier. Un atelier, c'est 7 ou 8 élèves, pas plus. Un atelier
c'est nécessairement, il faut des enfants un peu plus éveillés, un peu plus avancés, et puis des enfants qui le sont moins. L'art de l'enseignante, c'est d'essayer de faire parler tout le monde. Je prends un exemple. Vous lisez une histoire à 8 élèves dans le cadre d'un atelier de compréhension. Vous la lisez à haute voix, une fois, deux fois, de façon à ce que les élèves s'en imprègnent bien, et puis vous posez une question assez ouverte, en leur disant, voilà, dites-moi ce que vous avez compris de cette histoire, chacun, et je vous écouterai, je vais noter ce que vous dites, pour qu'on n'oublie pas ce que vous avez dit. Et chacun des 8 élèves va intervenir, et vous avez un grand tableau où vous avez d'accord, pas d'accord, et vous allez mettre dans ce tableau les propositions de ces élèves. En prenant soin qu'aucun ne soit laissé de côté, qu'on n'oublie personne. Et puis, une fois qu'on a fait cela, on revient au texte, vous relisez le texte. Et vous leur dites maintenant, écoutez bien le texte et essayons ensemble de voir si le texte donne raison aux uns ou aux autres. C'est-à-dire qu'on arrive à la vérification. Et là, les enfants vont se rendre compte d'une chose essentielle, c'est que on a certes le droit d'imaginer, mais on n'a pas le droit de trahir un texte. Et que le texte et son auteur est là pour dire que ça, c'est possible et ça ne l'est pas. Et puis, on avancera encore d'un pas et on essaiera de demander à un certain nombre d'élèves de nous raconter. La phrase rituelle que l'on utilise, nous, souvent, c'est si un élève rentrait dans la classe et qu'il n'a pas participé à notre atelier, comment vous lui raconteriez cette histoire? C'est-à-dire qu'on reprend l'ensemble des choses. Cette ritualité, si vous voulez, est quelque chose d'absolument essentiel, de la même façon que la ritualité sur des ateliers de construction de phrases est une ritualité qui va avancer. Il faut que les enfants prennent l'habitude de réfléchir de façon régulière, rigoureuse, etc. Vous voyez, vous allez trouver tout ça hein, dans un certain nombre des propositions sur le site que je vous ai donné tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième question que vous posez, c'est la question des parents. C'est pas la plus simple. C'est pas la plus simple. Pour bien comprendre la question des enfants moins favorisés que d'autres, il faut bien comprendre aussi que c'est une question linguistique. C'est-à-dire que quelle langue parlent les élèves dans leur famille, quelle langue parlent les parents, et il faut d'emblée dire quelque chose d'absolument essentiel, et je vous le dis comme je le pense, vraiment, au fond de moi, il n'y a pas de langue qui ne se prête pas au débat, à la discussion, au questionnement et à la critique. Le français n'est pas une langue meilleure que les autres pour débattre, critiquer, analyser, discuter. L'arabe tout autant, l'anglais tout autant, l'espagnol tout autant. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les objectifs cognitifs transcendent les clivages culturels. Hein, c'est une phrase un peu pompeuse, bien sûr. Hein, bon, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langue qui empêche une pédagogie qui est une pédagogie de la distance, de la critique, du questionnement et de la rigueur. On parlera du pourquoi l'huile est au-dessus de l'eau, aussi bien en arabe qu'en français, en anglais ou en espagnol. Et tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on restera coincé dans cette question uniquement des langages, alors que la chose importante n'est pas l'opposition des langues, la chose importante, c'est au contraire l'excellence des méthodes cognitives mises en place.
C'est ça la vraie question. On est en train, par exemple, si vous voulez, parce que c'est intéressant que vous sachiez ça, on travaille avec l'Institut des études arabes de Casablanca et de Rabat sur les ateliers de questionnement de texte, hein, de compréhension de texte, aussi bien d'ailleurs des textes narratifs que des textes scientifiques, en arabe. Et ça a été une découverte formidable pour nos collègues professeurs d'arabe, que de voir que en arabe, bah oui, c'est en arabe. Mais c'est pas parce que c'est en arabe que pour autant le protocole de mise en place d'un atelier de compréhension texte change, non? Il s'adapte aussi bien à des textes en arabe qu'à des textes en français, qu'à des textes en anglais, qu'à des textes en espagnol. Et je pense qu'un pays comme le Maroc, qui a une vocation de plurilinguisme, il a une vocation de plurilinguisme. Il ne s'agit pas de laisser, d'oublier sa propre langue, bien entendu pas. Mais au-delà de sa propre langue, la vocation d'un pays comme le Maroc, c'est le français, c'est l'anglais, c'est l'espagnol, à condition que la même pédagogie irrigue ces langues. C'est-à-dire que cette pédagogie de la compréhension, du questionnement, de l'interprétation, de l'exégèse traverse toutes ces langues. C'est ça la vraie question. Je voudrais tout d'abord vous remercier. J'ai une question qui dépend de la construction de l'esprit critique et la connaissance chez les enfants. Oui. Et je vois qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu et qui sont... on ne peut pas les maîtriser. Par exemple, je vois que l'environnement où ils vivent, les enfants, la différence de la société, la différence de langage, la différence génétique, même la différence entre la ville et rurale. Par exemple, on trouve des panneaux publicitaires partout qui excitent à la fois l'esprit critique et la connaissance dans les villes. Les choses qu'on ne trouve pas dans le milieu rural. Donc, il y a à la fois des paramètres sociétals, pas seulement le niveau de vie, mais le niveau, la nature du milieu, de l'environnement où ils vivent, les enfants. En plus, un autre paramètre que je vois peut-être, c'est la question génétique. Peut-être que les enfants viennent des parents bien éduqués, à un niveau culturel respecté. On voit dans les écoles qu'ils ont bien développé l'esprit critique. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Et je suis partiellement d'accord avec vous sur le fait que les enfants ne sont pas tous servis de la même façon par la chance. Il y a des enfants qui ont la chance d'avoir une nourriture culturelle importante, au-delà de la télévision et des jeux vidéo. Il y a des enfants qui ont la chance d'avoir des parents qui leur parlent, quelque langue que ce soit, qui les écoutent, des parents qui leur passent des mots, comme on dit, et puis d'autres qui ne l'ont pas. Par contre, je serais moins d'accord sur la question génétique. Je ne pense pas que la culture soit une question de gène. Pas du tout. La culture n'est pas une question de gène. La culture est une question d'éducation, de démarche, de dévouement de l'éducateur, d'obstination de l'éducateur à former ses intelligences. Mon caractère humaniste m'oblige à dire qu'il n'y a pas d'enfant plus propice que d'autres à avoir une intelligence développée, à acquérir des choses, à acquérir une langue forte. S'ils ne l'acquièrent pas, c'est tout simplement parce que les adultes n'ont pas veillé à ce qu'ils puissent les acquérir.
C'est pourquoi j'ai tellement insisté sur l'école maternelle. Pourquoi j'ai fait ma deuxième partie de conférence sur l'école maternelle, parce que c'est là que tout se joue. Un gouvernement qui veut donner une chance à tous les enfants, il met le paquet sur l'école maternelle. Et s'il ne met pas le paquet sur l'école maternelle, c'est parce que il n'est pas décidé à donner une chance à tous les enfants. Parce que si on commence tôt, mais pas une école maternelle garderie, pas une école maternelle jardin d'enfants, pas une école maternelle où on fait des trucs comme ça, hein. Un jour quelque chose, le lendemain on gonfle des ballons, et puis le surlendemain on plante des fleurs, et puis on fait rien. Tout ça ne sert à rien. Mais une école maternelle, je l'ai dit tout à l'heure, de plein exercice. C'est-à-dire qui est décidé à ce que tous les enfants qui lui sont confiés sortent en ayant une langue maîtrisée, en ayant une intelligence critique et une volonté de questionner, prêts à rentrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, prêts à rentrer en toute conscience là-dedans. C'est ça la question. Le pari aujourd'hui, c'est l'école maternelle. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ne nous leurrons pas. Les professeurs d'école maternelle, c'est ceux qui devraient être les mieux formés, les plus formés. C'est ceux à qui on devrait euh, vraiment donner tous les moyens. Ça ne veut pas dire que les autres, il ne faut pas leur donner les moyens. Mais contrairement à ce que tout le monde pense, en disant, oh bon, ils travaillent avec des petits, ils n'ont pas besoin d'être très formés. Hein. C'est pas difficile. Tu sais lire, tu sais apprendre à lire. Non, tu sais lire, tu sais pas apprendre à lire. Apprendre à lire à un enfant, ça demande une technicité particulière. Apprendre à parler à un enfant, ça demande une formation en linguistique générale, par exemple, extraordinairement forte. Et donc, je le dis, je ne sais pas qui vous avez dans la salle aujourd'hui, je le dis à ceux qui sont les responsables de l'éducation au Maroc, mais je le dis à ceux qui sont responsables de l'éducation en France, si vous ne mettez pas le paquet sur l'école maternelle, ça signifie que vous laissez tomber une partie des enfants et que vous faites de l'école une machine de reproduction sociale. Et si l'école est une machine de reproduction sociale et seulement ça, alors fermez l'école.